Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Prévention de Collecteam. Aujourd'hui, nous allons travailler la question des risques psychosociaux. J'ai dit travailler parce que c'est vraiment la question du travail et de la santé au travail. Et pour ce faire, donc, on a le plaisir d'accueillir Diane Lemoine, qui est avocate à ICAO Avocats. C'est un cabinet qui est présent à Paris, à Lorient et puis qui intervient sur toute la France. Et donc, on va faire une première partie, un entretien avec Diane, et deuxième partie, on aura les questions des participants auxquelles Diane répondra. Bonjour. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Diane. Bonjour Sébastien. Je suis ravie d'être là. Donc, effectivement, je suis avocate spécialisée en droit du travail. Je ne suis pas seule puisque je n'exerce pas en exercice individuel. J'ai des super associés qui, comme moi, sont spécialisés en droit du travail. Donc, on est effectivement 4 associés et on a la chance d'avoir une super collaboratrice aussi également. On est ravis d'accompagner essentiellement les entreprises et on aime faire la prévention en entreprise. C'est vrai que c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui des RPS est un sujet qui est difficile à maîtriser, même pour nous avocats, on a besoin de se former tout le temps. Et donc, je suis ravie d'être à tes côtés pour essayer de, voilà, qu'on fasse état des RPS, de ce champ vaste et qu'on apporte, j'espère, quelques éclaircissements sur ce sujet. Alors, en fait, le premier éclaircissement, peut-être, c'est définir ce que sont les RPS. Oui. C'est difficile, pourquoi? Parce que, en fait, c'est déjà, ça paraît fou, il n'y a pas de définition dans le Code du travail. Donc nous, on est avocats, juristes. Oui. Notre premier repère, c'est évidemment d'aller chercher notre Saint Graal, notre Bible, le Code du travail, les petits codes rouges qu'on a tous eus. Et malheureusement, grosse déception, quand on ouvre le Code du travail, on n'a pas une définition simple des RPS. Donc RPS pour risques psychosociaux, c'est l'abréviation, c'est le sigle. Et en fait, cette définition, donc on ne la trouve pas dans le Code du travail, donc on est obligé d'aller ouvrir le champ des possibles. Il y en a qui l'ont fait très bien, divers et variés dans les définitions. On peut se fonder par exemple sur celle du Bureau international du travail, qui donne une définition très simple. Je vais vous la lire. Bureau international du travail dit les RPS, c'est l'ensemble des facteurs qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique, mais aussi à l'intégrité psychique des individus. Donc ça, c'est une définition qui est assez simple. Je pense qu'on arrive un petit peu à percevoir déjà une première approche des RPS. Et on a des définitions qui sont peut-être plus techniques, mais plus complètes aussi. Et je pense, par exemple, à celle de Michel Golac, en 2011, dans le cadre de son rapport qu'il avait déposé au ministre du Travail de l'époque, Xavier Bertrand. Il avait fait cette définition qui est très large. Alors, pareil, je ne la connais pas par cœur, je vais me permettre de la lire. Voilà, qu'est-ce que sont les RPS? Eh bien, c'est ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial. Ce n'est pas sa manifestation, ça c'est important, hein. Ce n'est pas sa manifestation, mais bien son origine. Donc là, on sent tout de suite qu'on a déjà un découpage entre manifestation, c'est-à-dire la façon dont ça se traduit, mais quelle est la cause, quel est le facteur, donc l'origine. Eh bien, les risques psychosociaux seront définis comme des risques pour la santé mentale, d'une part, mais également physique et sociale, qui sont engendrés par quoi? Eh bien, par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Alors pourquoi est-ce que le rapport Golac dit susceptible? Pourquoi ils ne disent pas ça interagit directement? Parce que ça ne va pas interagir pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles, même s'il y a un facteur de risque, même s'il y a un RPS, ça ne va pas se traduire en un dommage. Il ne va pas, même s'il est absorbé, les gens vont l'absorber, mais ne pas avoir un trouble, un dommage, une manifestation clinique. On prendra des exemples, hein, bien sûr, on pense au stress. Par exemple, il y a des personnes qui sont très résistantes au stress, et puis d'autres, malheureusement, plus vulnérables. Plus vulnérables, voilà, pour plein de raisons. Donc c'est vrai que les RPS, c'est difficile à comprendre comme ça, si on ne s'est pas intéressé à ces différentes définitions. Parce que rien que le mot, c'est, en tout cas pour moi, pour nous les juristes, un peu obscur. Voilà. Donc il faut vraiment avoir cette définition de Michel Golac. Et puis ce qu'on comprend peut-être aussi de cette définition, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir plusieurs causes, plusieurs facteurs qui interagissent entre eux. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire que les RPS, ce n'est pas seulement lié au travail. Et on peut apporter des risques psychosociaux issus de sa vie personnelle qui vont justement s'imbriquer avec la sphère professionnelle.
Oui, parce qu'en fait, la particularité des risques psychosociaux, c'est que ça n'est pas spécifique au monde du travail, c'est spécifique au fait d'être vivant et de vivre avec des gens. Exactement, de vivre avec des gens. Et je dirais même, quand on est un travailleur isolé, on peut bien sûr, bien sûr. Voilà, parce qu'on se dit, là, si on se dit, bah, travailler en équipe, ça génère un RPS, non, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Voilà, et donc quelqu'un qui travaille de son côté isolé, il est aussi susceptible, bien sûr, d'être confronté à ces RPS qui vont se traduire en un dommage pour lui aussi. Ouais. Voilà. C'est comme le risque de chute, en fait. C'est pas spécifique au travail, on peut marcher et tomber chez soi. Bien sûr. Par contre, bien sûr. quand on est au travail, l'employeur a cette obligation de santé et de sécurité. Voilà, parce que là, on parle évidemment des RPS qui doivent être encadrés, gérés de façon préventive et traités quand le dommage survient par les employeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des RPS au travail, bien sûr. Mais tu as raison de le rappeler, c'est bien plus large que ça. Les RPS, c'est issu du simple fait de vivre en société. Alors, à partir de quand est-ce qu'on s'est intéressé aux risques psychosociaux? C'est quoi la généalogie Alors ça, c'est intéressant pour nous les juristes, parce que, juste une petite parenthèse, tout ce qui est risque physique, donc les accidents du travail, une chute, tu parlais des chutes de plain-pied, on pense, voilà, et bien ça c'est très ancien, ça a été par le législateur qui s'en est occupé vraiment, là on peut remonter il y a longtemps au 19e siècle, et les premières lois qui ont lutté contre les accidents du travail ne parlaient que des accidents physiques. Tout ce qui était santé psychique, mentale, c'est bien venu bien plus tard, mais quand je dis bien plus tard, c'est en fait très récent, puisque les premiers textes où on a ces mots-là, prévention en matière de risque psychosocial, c'est plutôt dans les années 2000 en réalité. Et alors pareil, peut-être un éclairage, c'est pas spécifique aux Français. En réalité, c'est venu davantage du cadre international, donc avec l'OMS, le Bureau international du travail, puis de l'Europe. L'Europe a fait venir dans notre sphère française. Et je pense par exemple à l'accord européen qui a lutté contre le stress. 2004, 2007, on a eu le harcèlement. Bref, dans les années 2000, ça fleurit et ça se densifie pour nous en France, donc par un certain nombre de lois cadres. Et ces lois, elles ont été pensées, le législateur a été aidé, j'en ai parlé de Michel Golac par exemple, en 2011. On a un certain nombre comme ça de rapports, d'ANI aussi, d'accord national interprofessionnel, qui ont permis de densifier. Et donc on a vu émerger ensuite ces textes cadres en France. Et puis ensuite, comme le droit du travail, ça ruisselle. Pour permettre à tout le monde de s'en servir, on a d'une part eu des textes spécifiques dans la fonction publique. Et dans la sphère du droit du privé, eh bien, ce sont les accords de branche, les partenaires sociaux. Je pense par exemple sur Syntec, donc le bureau d'études techniques, la convention collective des bureaux d'études techniques, qui a prévu un texte prévention en matière de RPS en 2013, donc plus spécifique, pour faire du sur-mesure sur un secteur d'activité. Alors, quels sont ces domaines de risques psychosociaux? Parce qu'on parle des RPS, est-ce qu'il y a une liste, un nombre prédéfini Question piège. Oui, alors pour nous, la référence reste sans doute la nomenclature qui a été dressée par Michel Golac, qui distingue en fait 6 facteurs, et ensuite, quand le dommage ou la cause survient, évidemment, une autre catégorie. Alors, on peut, dans les facteurs, évidemment, penser par exemple à l'intensité, le temps de travail. Oui. Il y a également les exigences émotionnelles qui vont être un des facteurs. Les conflits de valeurs, c'en est autre. Donc il y a vraiment 6 domaines. Pour les lister tous, l'autonomie, les marges de manœuvre. Donc si on est plus ou moins autonome sur son poste de travail, eh bien ça va générer plus ou moins des RPS et donc un trouble. Et puis l'insécurité, la situation de travail. L'insécurité, la situation de travail, quand on est dans une entreprise qui connaît un déménagement, mais voire pire, une restructuration, forcément, c'est un facteur de risque qui peut entraîner ensuite une manifestation clinique et un trouble causé. Voilà. Et peut-être, pardon, du coup, pour être complète, sur les grandes catégories de dommages de cause, on peut trouver, bien sûr, on l'a sans doute tous en tête, la violence interne en équipe, mais violence externe par les clients, par des sous-traitants, par des tiers, donc à la structure dans laquelle on est salarié ou fonctionnaire. On va retrouver donc la violence entre collègues, ça c'est la violence interne, le harcèlement, les insultes. Et puis dans les autres, évidemment, catégories qu'on va retrouver, eh bien il y a le mal-être, la souffrance,
le harcèlement, l'épuisement professionnel. Voilà. Donc c'est en ça que c'est difficile aussi les RPS, parce que c'est une notion où en réalité on comprend qu'il y a plein de causes, plein de facteurs et plein de manifestations. Voilà. Même si on les identifie. Oui, oui, on les liste quand même. Est-ce que c'est une définition qui est plutôt psychologique, c'est-à-dire je ressens une souffrance au travail, un mal-être au travail, et donc c'est des risques psychosociaux, ou est-ce que c'est une définition juridique que je ressente ou pas de la souffrance? Alors, deuxième option, c'est la définition juridique. Pourquoi? Alors déjà parce que je suis avocat et j'aime bien m'y référer. C'est-à-dire que c'est toi qui as défini ça pas finalement. du tout, malheureusement. Non, non. Alors là, j'aurais bien aimé, ça aurait été intéressant. Non, en revanche, non, effectivement, il faut s'en tenir à la définition juridique. Pourquoi? C'est que déjà, on l'a compris, hein, la définition juridique, elle est là pour poser un cadre. Un chef d'entreprise, il a forcément tous ses collaborateurs qui sont exposés au RPS, mais en termes de prévention collective, il est obligé d'avoir une définition unique. Et c'est cette définition unique juridique qui sert de trace. Ensuite, de façon individuelle, chacun, on l'a vu tout à l'heure, va ressentir plus ou moins une cause en dommage par rapport évidemment à ce à quoi il est exposé. Et puis pareil, ça nous permet aussi de penser qu'il y a des domaines où on est davantage exposé au RPS. À certains risques psychosociaux. Exactement. Je pense par exemple au secteur médico-social, hein, pour prendre quelque chose que tout le monde peut appréhender de façon assez simple et assez évidente. Un aide-soignant, une infirmière sont sans doute, de par leur essence, leur métier, la nature de leur activité, davantage exposés que quelqu'un qui travaille dans un autre domaine et un autre milieu. Voilà, donc il y a vraiment des domaines où la prévention, du coup, s'impose encore plus. Oui, donc ils sont exposés, par exemple le médecin, l'aide-soignant, etc., ils sont exposés plutôt sur les exigences émotionnelles. Exactement, voilà. Forcément. Le fait de devoir cacher ses émotions. Et parfois les conflits de valeurs, on peut prendre un autre exemple, sur le temps qu'on aimerait passer avec un patient. Et on ne peut pas parce que effectif réduit, etc. Et donc on va avoir ça c'est un exemple intéressant, on va avoir plusieurs facteurs qui sont liés et imbriqués. Voilà, c'est pas forcément unique comme facteur. Là, dans ce qu'on vient de dire, il y en a deux déjà qu'on a identifiés. Oui, c'est ça. Il y a l'exigence émotionnelle et le conflit de valeurs. Exactement. Puis il y avoir la charge de travail, l'intensité. La charge de travail, bien sûr. Là, on reprend l'exemple du médico-social, où malheureusement, parfois, les équipes sont réduites et ça va densifier le travail, mais ça va parfois amener la surcharge de travail. Et c'est un poste où là, justement, on va retrouver plusieurs causes. Et au dommage qui va être causé. Alors, qui dit risque... Qui va être dommage causé, l'épuisement professionnel, malheureusement, par exemple, pour les soignants. Qui dit risque dit prévention. Alors, à qui revient la prévention? Est-ce que l'employeur a une obligation de prévention? L'obligation est totalement là. Pour l'employeur, c'est posé. Alors là, pour le coup, on reprend le Code du travail qui le fixe bien, et qui le fixe bien d'ailleurs pour le secteur privé, mais qui va s'imposer aussi. Donc c'est l'article L4121-1 du Code du travail. Ça va s'imposer aussi au secteur public. Cet article, il impose évidemment à l'employeur de faire de la prévention auprès de tous. Quand je dis auprès de tous, j'aime souvent à le rappeler, mais ça va commencer même quand on embauche son premier stagiaire, son premier apprenti alternant. Eh bien, déjà, il faut être en chemin pour faire de la prévention. Et donc, évidemment, plus l'entreprise va grandir, grossir, plus il faut faire de la prévention qui soit qualitative pour tout à chacun. Évidemment, donc l'obligation s'accroît. Et donc, l'employeur, il est tenu de cette prévention dès qu'il commence à recruter quelqu'un. Est-ce que cette prévention est plutôt pour chaque salarié individuellement ou plutôt collective? Alors, elle est d'abord collective. C'est le premier cadre. Donc, c'est justement là où on peut en parler. Pardon, je cite des articles, mais c'est évidemment important. Oui, exactement. Donc, c'est l'article L4121-2, cette fois-ci, le suivant du précédent du Code du travail. Et que doit faire l'employeur? Il doit faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est pas simple, mais il peut faire des choses qui sont essentielles. Et l'obligation du Code du travail, c'est déjà de former ses collaborateurs. Une formation de tous les instants à son poste, mais on peut aller plus loin sur une formation, par exemple, pour les managers, pour faire de la prévention des équipes en matière de lutte contre les RPS, pour que justement ces RPS qui existent déjà, in fine, dans la structure, n'arrivent pas à des situations dramatiques
d'épuisement professionnel, par exemple, de violence, de harcèlement. Et donc, former un manager, c'est prépondérant, c'est important. Et donc ça fait partie du pacte des obligations. Mais après, ça va évidemment au-delà de ça, c'est que l'employeur, donc, il n'est pas tout seul, il faut peut-être aussi le dire, hein, il ne travaille pas tout seul dans son coin. Quand on est employeur, on a souvent un CSE, quand on a atteint l'effectif requis, et on a évidemment ces institutions représentatives du personnel qui vont être proactives avec l'employeur pour essayer de penser collectivement à la prévention. Donc il y a des remontées du terrain sur des situations de travail qu'il va devoir traduire en termes de prévention. Donc il fait de la formation. Il va penser aussi à son document unique, son fameux DUERP. Le DUERP. Voilà, c'est très important. Donc là aussi, même obligation, on doit penser à son DUERP dès qu'on recrute son premier collaborateur. Et on doit réviser son DUERP en permanence. Pourquoi? Parce que c'est un outil vivant et que justement les RPS qui sont présents plus ou moins avec intensité, il faut à chaque fois, par poste de travail, penser au RPS. Et donc dans notre fameux DUERP, on a bien sûr les risques physiques qui sont prévus, mais il faut absolument densifier, c'est une obligation légale qui a été renforcée par les dernières lois, ces RPS. On voit encore beaucoup, ça c'est ma pratique d'avocat, mais on voit encore beaucoup de DUERP qui ne comprennent soit pas du tout les RPS, ce qui est une faute, hein, évidemment, soit qui les prévoient de façon très suggestive et pas du tout précise. Hier soir, je travaillais sur un dossier d'une salariée qui a une atteinte à la santé et la sécurité et on nous a produit en face, donc l'employeur qui est une école, nous a produit son DUERP et en fait c'était marqué à compléter sur la partie RPS. Donc ça c'est dommage, c'est un employeur qui a voulu bien faire, l'idée était bonne et qui n'a pas été jusqu'au bout du truc. Voilà. Est-ce que l'employeur a une obligation de résultat en matière de prévention? Il a une obligation de résultat. En fait, c'est extrêmement important. Il faut comprendre que l'employeur expose sa responsabilité s'il n'assure pas la prévention et le traitement. Il faut distinguer le traitement des RPS. Donc prévention, c'est tout ce qu'on va faire en amont, justement pour éviter que le dommage, le trouble survienne. Malheureusement, il y a des cas. On peut prendre l'exemple du harcèlement, qui est assez simple à comprendre. Un cas de harcèlement moral, un cas de harcèlement sexuel, il faut évidemment traiter tout de suite en situation ça, mais il faut penser plus loin pour éviter que la situation ne revienne et donc remettre à jour le DUERP notamment, mais pas que. Bien sûr. Ouais. Donc là, il y a les résultats où il doit effectivement agir, et puis il y a les moyens qu'il doit mettre en œuvre. Oui. Ouais. Et ça, parfois, l'employeur peut être un peu en dessous des attendus. Bien sûr, ça peut être attendu. J'ai pris l'exemple du DUERP. On l'attend sur un DUERP complet qui prévoit à la fois les risques physiques et les risques psychologiques. Mais il est attendu aussi, c'est-à-dire que quand il y a un dommage, alors ça c'est le volet davantage avocat, casquette contentieux que prévention qu'on a aussi, eh bien aussi il faut réparer. Et c'est en ça qu'il y a une obligation. Et ça peut être évidemment au-delà de l'incidence pour le salarié qui a vécu tout ça, la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Donc elle peut l'être bien sûr en droit du travail. On peut prendre l'exemple de la faute inexcusable de l'employeur. On peut prendre l'exemple, j'en parlais tout à l'heure, des dommages et intérêts qu'un salarié peut demander quand il y a eu une atteinte à la santé parce qu'il n'y a pas eu assez de prévention. Alors ça se règle où quand tu dis en droit du travail? C'est-à-dire on va voir quel juge Il y a deux juges principaux. Oui. Le Conseil des prud'hommes, qui reste évidemment avec notre fameux Code du travail 41-21, dont on a parlé, un des axes d'orientation. Donc on saisit le Conseil des prud'hommes et chacun s'explique. Le salarié présente sa demande et l'employeur la conteste. Pour la contester, il va devoir montrer qu'il a fait œuvre de prévention de tous les instants. J'ai formé, j'avais un DUERP, etc. Et le salarié va démontrer que la prévention n'était pas suffisante, justement, n'était peut-être pas réactualisée, pas complète. Donc ça se passe d'abord au Conseil des prud'hommes, mais pas que. Également, sur le plan civil, on a donc cette fameuse faute inexcusable. Et là, c'est une action qui se fait dans le pôle social, donc l'ancien tribunal des affaires de la sécurité sociale, donc le pôle social maintenant du tribunal judiciaire, où c'est une autre action. Mais pas que. L'employeur, il peut voir sa responsabilité aussi inquiétée sur le plan pénal. Pour prendre l'exemple du harcèlement, harcèlement moral ou sexuel, le salarié a une panel du coup de possibilités. Il peut le faire plusieurs actions pour essayer de faire réparer sa qualité de victime d'un RPS.
D'où l'importance, la double importance pour l'employeur de vraiment bien faire une prévention qui soit efficace et efficiente. Et encore une fois, il ne faut pas le faire tout seul. C'est pour ça que c'est important quand on le peut pour un employeur de penser déjà aux ressources internes qu'il peut avoir. Donc j'ai parlé des IRP, on peut avoir un préventeur. Le DRH, la DRH c'est évidemment prépondérant, c'est un rôle phare. On peut se faire aider à l'extérieur, donc on parlait des formations. On peut avoir des formateurs externes qui viennent sur ces domaines-là également. Et puis pas que, parce que l'employeur il peut faire appel bien sûr à la médecine du travail. Il y a comme ça des ressources externes, si on peut, à mobiliser, parce que ce qu'il faut, c'est faire une prévention dynamique et croisée avec des intervenants qui soient donc juristes, qui soient médecins, et d'essayer de penser sur mesure dans la situation de la structure ou de l'entreprise et de la réactualiser, cette prévention, bien sûr. Alors, l'employeur a une obligation donc de santé et de sécurité. Est-ce que le salarié, lui, il a une obligation? Eh bien oui, ça c'est peut-être moins connu. Ah oui? Ouais. En fait, on est responsable de sa propre santé et sécurité, mais aussi de celle des autres. Là encore, c'est le Code du travail qui le fixe. Et c'est une partie qu'on a peut-être moins en tête, qui est tout aussi importante en fait. Parce que suivant ses repères, suivant son poste, on est bien sûr responsable des personnes avec lesquelles on travaille. Et donc cette obligation, c'est aussi une obligation qui est essentielle. Et si on ne s'attelle pas à avoir une prévention pour les autres, on est susceptible de faire l'objet notamment d'une sanction disciplinaire par son employeur. Je prends un exemple, peut-être qui est plus concret, sur un chantier. Si un chef de chantier demande toutes les affaires cessantes à ses collègues de monter sur un toit, mais il ne leur a pas fourni les EPI, les équipements de protection individuelle, évidemment, il met en danger ses collègues. Donc déjà, c'est dramatique, parce qu'on ne le souhaite pas, mais s'il y a un accident qui survient, mais il les a exposés. Il n'a pas été garant en équipe de la prévention de ses collègues directement, il est donc lui-même responsable. Donc on est responsable de la santé et de la sécurité des autres. Ce qui n'est pas facile, parce que sur nos fameux RPS qui nous occupent aujourd'hui, eh bien parfois, comme on l'a vu, il y a une imbrication personnelle, sphère personnelle, familiale et au travail. Et donc quand un collègue va pas bien, c'est pas toujours facile de se dire moi je me sens responsable de devoir informer le préventeur des risques, le DRH, mon manager, de ce que là mon collègue est en situation de souffrance au travail, je vais me faire son porte-voix parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas malheureusement capacité de le faire. Et ça, c'est un exercice qui est difficile. Normalement, on devrait le faire. On devrait le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire aussi? On peut le faire, comme je viens de le dire, en s'approchant bien sûr des personnes qui vont avoir l'interaction possible. Mais on peut aussi faire les alertes. C'est une obligation légale que l'employeur doit mettre en place. On la retrouve dans le règlement intérieur. On la retrouve à part sur des accords d'entreprise. Et donc, il faut penser aussi à l'alerte. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a un danger grave? Eh bien, faire l'exercice de son droit de retrait aussi. Et on peut le faire pour soi et pour ses collègues directs. Voilà aussi, il faut le penser. Alors, tu donnais l'exemple justement du chantier, etc. Mais alors, si le chef de chantier demande aux ouvriers de monter sur le toit et qui donne les EPI, et qu'il y en a un qui dit « mais moi, je n'ai pas besoin d'EPI, parce que j'ai l'habitude d'aller sur les toits, parce que je n'ai pas le vertige, etc. » Et qu'il lui arrive un accident, qu'il tombe. Donc, il s'est mis en danger. Et oui. Il s'est mis en danger parce que là, pour le coup, l'employeur pris par le chef de chantier dans notre exemple, qui était donc le responsable, a fourni les équipements. Donc l'employeur, il a fait la mesure de prévention, il y a pensé, il s'est évidemment endigué ce risque-là. Et malheureusement, là, c'est le salarié qui est défaillant. Et bien ça, c'est compliqué. Parce que si un salarié, dont encore une fois, on ne souhaite pas, il y a un accident physique, a été malheureusement à l'encontre de la directive, de l'instruction qui lui a été donnée, quelque part, il est fautif. Et c'est triste, parce que, encore une fois, il y a un dommage qui est survenu, juste parce que quelqu'un a pensé, et après, c'est pas à juger, mais qui pouvait s'en passer. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que le salarié aussi, il peut ne pas avoir la réparation totale de sa qualité de victime de RPS si lui, il a mal agi, s'il a commis une faute, dans notre exemple, ne portant pas les EPI. Ça veut dire que si, par exemple, on a un cadre qui est au forfait, et qui a un temps de travail qui est beaucoup trop long, donc un temps de repos pas assez important, et que son encadrement, son manager lui dit « écoute, là, il faut que tu ralentisses un peu, que tu m'envoies plus de mails à 6 h du matin et à 23 h », et qu'il ne le fait pas, ce salarié se met en danger. Regarde les risques psychosociaux, intensité de temps de travail. Sûr. Il va se mettre en danger.
et il pourra sans doute, là on est dans une situation théorique, mais il pourra sans doute, même s'il fait la demande au prud'homme, par exemple de paiement des heures supplémentaires, parce qu'on pourrait se dire, forfait jour, j'ai travaillé plus que de raison, comme tu le disais, mon temps de déconnexion n'a pas été, mon temps de repos hebdomadaire n'a pas été respecté. Donc là, classiquement, pour essayer de mettre à mal un forfait jour, on va sur les heures supplémentaires, on les démontre. Avec les outils d'aujourd'hui, surtout un cadre au forfait, il y a des mails notamment, c'est parlant. Eh bien, effectivement, le risque pour lui, c'est qu'il va faire cette demande au prud'homme. Il peut tout à fait légitimement la faire. Mais l'employeur, lui, il aura sans doute les moyens de dire « Mais en fait, j'ai refusé ces heures supplémentaires, j'ai envoyé des mails pour demander qu'il se déconnecte, qu'il se repose, qu'il ne travaille pas le week-end, etc. » Et donc, il est possible que le conseil des prud'hommes qui va apprécier souverainement c'est tout ce dossier entier, fasse droit en fait plutôt à l'employeur, c'est-à-dire déboute le salarié. Le salarié n'aura pas de dommages et intérêts pour atteinte à la santé parce que justement la prévention aura été, dans notre exemple, peut-être efficace, même si le forfait jour c'est complexe et qu'il y a plein d'outils à mettre en place, parce que au forfait jour, voilà, il faut vérifier l'équilibre, comme tu le suggérais, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il faut avoir des outils de suivi et c'est pas facile parce qu'on est sur des salariés qui sont autonomes, donc tout ça faut coexister. Mais voilà, et donc c'est vrai que plus l'employeur va être dans une réflexion d'avoir posé les bons outils, d'avoir non seulement avoir les outils, mais s'en être servi des outils. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut poser un cadre, mais si ce cadre n'est pas dynamique, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, si l'employeur démontre que, au contraire, il a essayé de préserver son collaborateur qui, lui, était hyper impliqué dans ses fonctions, que l'employeur, il a essayé de lui dire, là, en fait, c'est pas nécessaire que tu travailles ce soir, ce week-end, etc. Pendant tes congés, surtout pas, ça c'est important, parce que malheureusement, ça arrive. Eh bien, l'employeur va avoir fait œuvre de prévention franchement assez efficace. Voilà. Et donc son risque va diminuer d'une éventuelle condamnation au prud'homme. Pour l'employeur. Pour l'employeur, C'est important ce que tu dis parce que ça veut dire que l'image qu'on avait, c'était que c'était l'employeur qui garantissait notre santé, notre sécurité. Or, c'est l'employeur, mais aussi nous-mêmes. Chacun a une part à faire. Ça veut dire qu'on a les clés de notre santé. Et c'est bien d'avoir les clés de sa propre vie. On ne les a pas toujours de façon complète, mais si l'employeur a, lui, posé la bonne prévention, on doit en fait piocher dans cette prévention-là, comme tu le disais, pour essayer d'avoir les clés, de préserver sa santé. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, on peut prendre des exemples sur la surcharge de travail, qui est un exemple malheureusement important. Peut-être, parenthèse aussi, sur la surcharge de travail, elle peut être reconnue, l'épuisement professionnel peut être reconnu en accident du travail. C'est à peu près 10 000 cas par an, c'est sous-évalué certainement, puisque évidemment, on connaît tous des gens qui sont en surcharge de travail, en burn-out et qui ont droit à une réparation. Donc là, c'est la réparation sur le côté accident du travail et maladie professionnelle. Mais en réalité, ce n'est pas toujours facile de lutter contre ça. Parce que là, ça va faire appel à la prévention de l'employeur. Quelle est-elle? Est-ce qu'on n'est pas en sous-effectif? Est-ce que le salarié a fait demande? Donc c'est un sujet complexe. Et c'est là où on retrouve notre fameux binôme de le salarié, s'il le peut, doit faire valoir un certain nombre de droits, de demandes. C'est vrai que par exemple l'entretien annuel d'évaluation, là, ça peut être le bon moment pour le faire et l'employeur doit prendre en compte ces demandes. Donc c'est vraiment un duo de travail. Voilà, il y a la prévention qui est faite par l'employeur et il y a la façon dont le salarié s'empare de ce qui lui est offert ou des demandes qu'il formule lui-même. Voilà, c'est double. Alors j'ai une question parce qu'on entend souvent parler de ça, le burn-out et le harcèlement. Est-ce que c'est un risque psychosocial? C'est pas un risque en fait. Le risque est arrivé et donc on en est déjà au dommage, au trouble. Mais en revanche, ça a eu des facteurs qu'on a vus tout à l'heure, définis notamment par le rapport Golag de 2011. Et donc, dans la surcharge de travail, on va retrouver peut-être le rythme de travail, la durée du travail, l'intensité. Et comme on le disait, il y a plusieurs facteurs qui vont survenir. Sur le harcèlement, c'est pareil. On va retrouver des facteurs qui sont étudiés. Les relations sociales qui sont engagées. Les relations sociales, évidemment. Plus on va être... la violence, c'est pareil. Forcément, ça paraît idiot, mais plus on est exposé, je pense à la violence externe, quelqu'un qui est à l'accueil dans une structure ou un vigile de sécurité, sur ce dommage-là de violence, il est forcément davantage exposé que quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà, c'est assez pragmatique en réalité, les RPS. C'est pour ça que dans le DUER, il faut évaluer les risques psychosociaux, les 6, par unité de travail. Par unité de travail. Et ça, parce que c'est pas les mêmes.
c'est pas les Oui. mêmes niveaux d'exposition au risque en fonction de l'unité de travail. Si Et je suis ça, à la t'as raison de le compta rappeler. ou si je suis à l'accueil, effectivement, c'est pas Parce que pareil. parfois on voit, et c'est normal, quand on ne sait pas faire un DUERP de façon très détaillée, c'est déjà bien d'en faire un, parce que c'est pas toujours le C'est cas. pas Il y a toujours, quand même ouais. 40% à peu près des structures toutes confondues qui n'ont pas de DUERP, mais quand il y en a un, c'est vrai que c'est un travail très très long et pointilleux, parce que pour trouver les RPS, il faut penser à chaque poste de travail ou unité de travail et à chaque site. Donc c'est aussi en fonction de la configuration. Donc c'est vraiment un travail de tous les instants, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas être bon et de façon très 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 complète sur un premier DUERP, et c'est aussi pour ça qu'on a l'obligation de le réviser, ça sert à ça. Donc il faut le faire aussi souvent qu'on peut, mais à minima, voilà, une fois par an, au moment dédié pour le réviser et se repenser ces RPS. Comment est-ce qu'on peut actionner davantage de prévention? Parce que plus on va faire de la prévention, plus les risques vont diminuer. Ils existent toujours, on ne peut pas les supprimer. Mais malgré tout, voilà, essayer d'avoir cette approche dynamique sur la prévention qui fait qu'avec un véritable plan, pareil, dont c'est pas juste un cadre, mais dont on s'empare et qu'on met en œuvre, eh bien, chaque année, on peut avoir des idées nouvelles et créatives pour essayer de les faire diminuer, ces fameux RPS. C'est important ce que tu dis, on ne peut pas les supprimer. On ne peut pas les supprimer. Effectivement, on entend parfois dire ça apparaît, ça disparaît, comment faire pour les supprimer? Ils sont toujours là, en fait. Oui, parce que dès qu'on travaille, il y a un temps de travail. Exactement. Il y a une intensité, c'est obligé. Exactement. Par contre, plus il va y avoir de prévention primaire développée, plus on va les faire diminuer. Et c'est vertueux parce qu'en fait, plus on fait diminuer les RPS, moins les dommages dont on parlait, par exemple la violence, le harcèlement, l'épuisement, vont survenir. Et donc, l'employeur, finalement, met en place un cercle vertueux. Parce que c'est quoi quand, malheureusement, il y a un épuisement professionnel, un cas de harcèlement, de violence qui survient? Eh bien, c'est malheureux pour le salarié, pour le fonctionnaire qui en est victime. Il va être placé en arrêt de travail. Ça va certainement avoir un coût déjà pour l'entreprise. Une réorganisation tous les instants. Et puis, dans le privé, on va avoir la cotisation, accident du travail, maladie professionnelle qui va augmenter. Donc, c'est du négatif qui arrive. Si on a fait une prévention des RPS efficace, déjà, il faut savoir qu'on peut être aidé en ça. On a parlé des acteurs vivants, mais il y a aussi, par exemple, des subventions de la CARSAT qui sont possibles. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'une prévention ne coûte pas forcément toujours très cher. On peut avoir des aides ponctuelles et c'est forcément le bienvenu. Mais on ne peut pas les faire disparaître. En revanche, voilà, évidemment, on peut les faire supprimer. Plus on va être actif sur ce sujet. Il faut aller jusqu'à quel niveau de détail dans le DUERP pour prévenir les risques psychosociaux? Est-ce qu'il faut mettre stress et en face la prévention ligne téléphonique psy, ou est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? Alors, si on fait déjà ça, c'est bien. Franchement, c'est bien, puisque à chaque fois, on va évidemment évaluer notre RPS. Donc, on va coter sa fréquence, sa gravité. Le DUERP prévoit tout ça. Et puis, au-delà de ça, on va évidemment, comme tu le suggérais sur la ligne téléphonique, mettre en face une action de prévention avec une date. Plus on va être précis dans ce qu'on a déjà fait, qu'on va continuer à faire, plus on va être précis sur les nouveautés, meilleur on sera. Et donc, plus un DUERP est détaillé, meilleur il sera. Et ça sert à quoi? Ça sert d'abord pour les salariés, parce qu'ils se voient chouchoutés. Un salarié qui a accès au DUERP et qui voit que de tous les instants, à son poste bien précisément, on a essayé d'endiguer des risques physiques, mais également ces fameux RPS, et que l'année dernière on avait fait ça, mais cette année on va faire encore plus, plus il aura envie de rester dans la structure. Donc on va fidéliser le collaborateur. Voilà. Donc le détail dans le DUERP, c'est mon meilleur ami, il faut le savoir. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence si on est DRH dans le secteur privé ou public sur cette prévention des risques psychosociaux? Vaste question. Pourquoi? Alors ça, c'est complexe parce qu'en fait, le Code du travail reste la référence, y compris dans le secteur public. C'est-à-dire nos fameux 2 articles principaux qu'on a cités tout à l'heure, L4121-1 et le suivant, le 2, en fait, ils s'appliquent à la fonction publique. Je reviens, vous avez une question tout à l'heure sur c'est quoi l'histoire des RPS en chronologie. Ce qui est intéressant, c'est que la fonction publique, ils ont été plus novateurs que le secteur privé. Ils ont pensé, dans les fameuses lois 1982-83, qui sont les grands textes de la fonction publique, on avait déjà des textes, en réalité, sur la santé des fonctionnaires. Et ils ont été novateurs parce qu'ils ont été, en fait, vraiment en premier par rapport au secteur privé. Mais la particularité, ils ont beau avoir été les premiers, c'est qu'ils ont été rattrapés finalement quelque part par le secteur privé, puisque maintenant, c'est surtout le Code du travail qui a vocation à s'appliquer
y compris pour les fonctionnaires. Donc quand on est RRH du public, quelque part, l'exercice est difficile parce qu'il faut avoir en tête le cadre du secteur privé, c'est-à-dire notre fameux code du travail, et les textes spécifiques à la fonction publique. Donc ça, c'est sur la gestion de la prévention. Et en même temps, les risques psychosociaux, que l'on soit dans le public ou dans le privé, ça reste des risques psychosociaux. Et ça reste toujours notre fameuse référence des facteurs qu'on a pu voir aujourd'hui ensemble, et les mêmes, effectivement, troubles, les mêmes manifestations, on retrouve les mêmes. Oui, absolument. Ouais. Dans cette prévention, le CSE, il s'articule comment? Est-ce qu'il est là pour venir contrôler si l'employeur fait bien son travail, ou il est là comme force de proposition et en collaboration? Les deux, mon général. Les deux. Oui, c'est important. En fait, c'est extrêmement important. Je disais tout à l'heure que, effectivement, l'avantage énorme du CSE, peut-être par rapport à un employeur, ce sont les remontées du terrain qui sont facilement accessibles pour un CSE. D'abord parce qu'ils sont membres et qu'ils travaillent dans la structure, parce qu'ils travaillent et qu'ils se font le porte-voix d'autres. Donc, évidemment, la prévention, si un CSE a envie de s'emparer de tous les instants et sujets et de faire des propositions à l'employeur, bien sûr, il a vocation à le faire. On peut penser d'ailleurs à la commission santé et sécurité, suivant les effectifs des structures, qui a un rôle prépondérant en la matière. Donc ça, c'est très important. Un acteur dynamique, prévention. Mais il va être là aussi en contrôle. La commission santé et sécurité sert à ça, mais pas que. Si un danger grave et imminent, par exemple, évidemment, le CSE a vocation, comme membre du CSE, à tout de suite signaler ce danger grave, imminent, à tirer la sonnette d'alarme pour que ensuite, immédiatement, le dommage causé soit traité. Et là encore, bien sûr, en premier par l'employeur, mais peut-être que le CSE, bien sûr, peut être force de proposition pour traiter et puis faire une prévention efficace, bien sûr, pour la suite. Alors, j'ai une dernière question pour cet entretien. Après, on prendra les questions des participants. Si on prend, par exemple, une situation de harcèlement moral et qu'un salarié vient voir son manager ou service RH en disant « voilà, j'en peux plus, je suis harcelé », c'est une conséquence des relations sociales, c'est un trouble psychosocial. Est-ce que le fait que la personne se sente harcelée suffit à définir que c'était vraiment un risque psychosocial? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une définition qui va être vraiment juridique ou psychologique? Est-ce que ma souffrance sur la charge de travail, est-ce que c'est ça qui va définir le fait que c'était un risque psychosocial élevé? Alors l'employeur, il va être tenu bien sûr par la définition juridique. Et il va devoir non seulement vérifier, faire une enquête. Alors là, tu parlais de harcèlement, bien sûr. Donc là encore, on est dans quelque chose d'ultra dynamique où il faut une réactivité, il faut un savoir-faire, il faut prendre la situation à la fois de façon immédiate et à froid pour essayer de la traiter. Et c'est pas facile. Mais elle n'est pas, en réalité, sa définition, quand on a vu, elle est complètement juridique, mais à l'intérieur du juridique, il va y avoir le psychologique, cette dimension. Et donc ça veut dire aussi, pour répondre à ta question, que même si l'employeur il va être tenu par une réponse qui va être juridique, il y a plein d'autres choses à faire. Il peut proposer par exemple un accompagnement psychologique au salarié qui a été victime ou pas, il ne le sait peut-être pas encore. Voilà. La cellule psychologique, s'il y en a une, peut être activée ou en tout cas mettre en place évidemment un rendez-vous auprès de la médecine du travail qui va avoir son équipe pluridisciplinaire, dont sans doute un psychologue du travail qui va pouvoir le rencontrer. Et donc là encore, on comprend quoi? C'est que la réponse de l'employeur, elle est d'abord juridique, mais on peut aller plus loin avec une réponse individuelle sur mesure aux salariés, sur un accompagnement, par exemple psychologique, qui va être proposé. Mais pour répondre à ta question, on sert bien évidemment de la définition juridique des RPS. Ouais. Ça veut dire que si moi je vais voir mon employeur, je dis voilà, j'en peux plus, j'ai trop de travail, etc., et qu'il est évalué objectivement que la charge de travail est tout à fait normale, oui, mais que c'est moi qui la vis mal, oui, ça veut dire que l'employeur, lui, n'est pas en défaut sur son obligation de prévention. Voilà, il ne sera pas en défaut, mais peut-être qu'il voilà, peut-être qu'il peut faire plus. Oui. Il peut faire plus. Alors, moi, j'ai pas, évidemment, c'est pas très créatif ce que je vais dire, mais il peut évidemment faire déjà un entretien individuel avec le salarié pour faire le point. Il peut peut-être, si c'est possible, lui faire une formation pour s'organiser différemment. Il peut vérifier que ces objectifs étaient atteignables et réalisables. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà. Là, on va être, pour le coup, sur la communication bienveillante entre le salarié et son employeur, entre un fonctionnaire et son chef de service. C'est évidemment prépondérant. Pareil, pour lutter efficacement contre les RPS. Merci beaucoup, Diane. Avec plaisir.
Alors, on a Anne-Laure qui te demande quels sont les signes avant-coureurs des manifestations des risques psychosociaux. Ouais, ça c'est une bonne question. Les risques avant-coureurs. Alors, c'est les signes difficile. avant-coureurs, oui. Ouais, c'est difficile d'y répondre parce que, comme on l'a vu, chacun va être soumis au RPS et va y être confronté différemment. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite sur ça. En revanche, évidemment, on peut avoir un salarié qu'on voit avec un comportement qui a changé. Tout simplement, ça paraît évident. Quelqu'un qui était extraverti, qui l'est moins, quelqu'un qui était joyeux, qui devient plus triste. On peut avoir quelqu'un d'un peu plus sombre, qui ne communique pas, qui ou moins, etc. Donc ça peut être des signes avant-coureurs. Pour être alerté dans son équipe dont on parlait et avec ce devoir d'essayer d'accompagner un collègue qui serait victime de RPS++, et d'essayer d'avoir ce geste-là. Donc signe avant-coureur, ça peut être ça, tout simplement. La posture physique, le ressenti exprimé peut-être par le salarié aussi. Et puis après, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a les signes avant-coureurs, c'est pas mal en équipe peut-être de s'en parler, de voir quelle est la réaction du collègue. Est-ce qu'il a effectivement une difficulté professionnelle? Est-ce qu'il est vraiment avec ces RPS qui ont pris pour lui une ampleur importante? Est-ce qu'on est vraiment dans une situation pour laquelle on peut l'aider, l'accompagner, même comme collègue, pas forcément comme manager ou DRH? Ça veut dire que le management de proximité, c'est la première ligne sur la prévention des RPS. Ouais. Finalement, ce n'est pas le service RH qui est en première ligne. Non. C'est vraiment le N+1, le manager de proximité. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est important du coup que les managers puissent idéalement être formés aussi à la détection des signes avant-coureurs, comme le disait Anne-Laure, et puis de ces fameux RPS dont on a parlé. Et puis si le dommage est survenu, si quelqu'un est en épuisement professionnel, qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Les premiers bons réflexes, j'allais dire. Idéalement, il faut avoir un kit du manager de proximité, d'analyse, et puis pour traiter la situation. Voilà. Donc plus on va former les managers de proximité et puis tous les autres, parce que dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde soit formé. Voilà. Comme on le disait d'ailleurs, parce que pour pouvoir aider son collègue direct, c'est vrai que si on a reçu une formation, même assez simple, en interne, on n'a pas forcément besoin de faire appel à des tiers pour former. Ça peut être des personnes, même si ça prend du temps, mais qui forment les collègues sur des petites choses assez simples, sur les définitions qu'on a vues, les petits textes, plus ça va permettre d'avoir une prévention efficace. Et donc d'éviter que ces signes avant-coureurs deviennent pas que avant-coureurs, mais plus dramatiques. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe du risque au dommage. C'est ça, on passe du risque au dommage. Et pour éviter qu'on arrive au dommage, c'est là où la prévention, bien sûr, a son sens, évidemment. Et parfois, une bonne prévention va permettre de n'en rester qu'au risque sans que le dommage ou le trouble ne survienne. Ouais. Donc le dommage psychosocial, c'est l'échec de la prévention. C'est ça. Exactement, c'est une bonne définition, je trouve. Non, c'est vrai. Merci. C'est bien, c'est tout à fait ça, effectivement. Donc Anne-Laure demande si on conseille de former l'ensemble du personnel et pas seulement les managers. Alors la réponse c'est un grand oui. Je dis un grand oui, alors avec évidemment une réalité après, parce que ça prend du temps de former tout le monde, puisque évidemment pendant le temps de formation, ce sont des personnes qui ne sont plus à leur mission première, mais c'est tellement important. Quand on peut former, et évidemment c'est fondamental, puisque plus il y aura de personnes formées et régulièrement formées, ça aussi c'est important, c'est pas parce qu'une fois il y a 15 ans j'ai reçu une formation en prévention des RPS que aujourd'hui 15 ans après je vais être capable comme manager de les détecter. Donc c'est la régularité qui va compter, vraiment ça c'est important. Et donc plus il y a de personnes, oui c'est génial. Ouais. Et dans le Code du travail, dans le L4121, il parle d'information et de formation. D'information et de formation. C'est un texte qui est assez intéressant, on n'a pas pu le parler, puis c'est un peu technique, mais il y a des choses, en fait, ce texte, il me plaît bien parce qu'il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, le texte dit qu'il faut remplacer les choses dangereuses par ce qui est moins dangereux. Oui. Ça paraît l'évidence, en fait, tout le monde est d'accord, c'est un consensus. Oui. Mais parfois, ça veut dire qu'il faut prendre le temps, encore une fois, d'analyser nos situations de travail et de se dire, en fait, je prends un exemple, un salarié isolé à l'accueil, est-ce que dans un monde idéal,
on ne peut pas faire qu'ils soient 2 à l'accueil. Déjà, voilà, ça peut permettre de diminuer le risque. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une vitre? Est-ce qu'on peut filmer? Enfin voilà, il y a des choses. Donc effectivement, plus on va être dans ce souci d'essayer de faire que les situations de travail soient les plus adaptées, les moins dangereuses possibles, où le salarié va être bien formé, parce que là on parle de la formation relative à la prévention des RPS, mais la base c'est de former idéalement bien son collaborateur à sa mission première. Voilà. Donc c'est tout ça. Et c'est pour ça qu'on est en dynamique croisée. Les RPS, pour une synthèse, c'est à la fois du droit du travail, mais pas que. On a la dimension psychologique et sociale. Et là, on le voit aussi, la prévention, c'est dynamique. C'est le salarié, s'il a envie d'être formé, s'il fait des demandes. Et si on peut, oui, il faut le faire, il faut vraiment le faire. Voilà. Alors, j'ai une question liée au télétravail. Est-ce que des salariés qui sont en télétravail sont exposés de la même manière aux risques psychosociaux? Eh bien, ils sont exposés. Alors, ta question, elle est piège. En fait, on est exposé évidemment aux mêmes risques, mais on en a des peut-être plus importants que d'autres. Donc là, on va retrouver l'isolement qui va être compliqué. Si le fait d'être en télétravail, tu prenais l'exemple du cadre au forfait, on ne contrôle pas, même en télétravail, la charge de travail, l'équilibre vie perso, vie privée. Quand on est à travailler chez soi, le cloisonnement, il y en a beaucoup moins. Donc évidemment, c'est important. Donc les RPS, bien sûr, ils existent et ils vont être majorés dans certaines situations. Le télétravail, pour moi, c'est une situation où les RPS sont majorés. On peut en prendre d'autres. L'entretien annuel d'évaluation. Ben là, on est soumis à un stress intense. On va peut-être passer un entretien qui va durer 1 heure. C'est un exercice compliqué. On fait le bilan de l'année, les objectifs sont fixés. Donc le collaborateur, d'ailleurs même celui qui fait passer entre nous l'entretien, il va être soumis à une situation exceptionnelle. Je prenais la réorganisation de l'entreprise, le simple déménagement d'une entreprise fait que voilà, on va être dans des situations, dans une carrière où il va y avoir des moments d'intensification des RPS et c'est pour ça qu'il faut le penser à l'avance. Un entretien annuel d'évaluation, si on a un guide, si on prend le temps d'exprimer la façon dont va se dérouler l'entretien, peut-être qu'on a déjà fait œuvre de prévention rien qu'à l'avance. Merci. Émilie nous demande, quand l'employeur est lui-même à l'origine du risque psychosocial, et elle cite le harcèlement moral par exemple, quels sont les interlocuteurs en tant que RH? Donc Émilie, RH, elle s'aperçoit que l'employeur pratique du harcèlement moral, elle s'adresse à qui? Elle gère comment? C'est une situation qui est délicate, mais ça peut se gérer suivant la configuration de la structure. Peut-être avec le CSE, on peut trouver des bons interlocuteurs, des bons appuis. Ça peut être évidemment important. Le médecin du travail, il reste toujours un interlocuteur. D'autres interlocuteurs extérieurs, l'inspection du travail dans des cas premiers. L'avocat, comme nous, où effectivement il peut y avoir une interaction. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans la question d'Émilie, c'est tout de suite se dire, si la situation elle est noyautée, bloquée en interne, il faut tout de suite avoir les réflexes à qui je peux m'adresser à l'extérieur. Voilà. Et voilà, ou à des alliés de poids, comme je disais, les institutions représentatives du personnel. Et est-ce que Émilie, en tant que RH, si elle va contre l'employeur qui lui pratique le harcèlement, est-ce qu'elle s'expose à des sanctions en interne ou des choses comme ça? Il faudrait voir la situation. Ça voudrait dire, suivant les interventions d'Émilie et ce qu'elle a fait, oui, elle peut s'exposer, mais après, vous voyez, c'est la limite. C'est la prévention individuelle, peut-être la sienne, son action à elle et celle qu'elle va faire en qualité de porte-voix pour des équipes pour lesquelles elle intervient. C'est difficile, il faudrait voir en situation. Mais oui, c'est exposé, mais c'est courageux. Et puis, il faut le faire. Il faut le faire. Oui, parce que si elle ne le fait pas, par contre... Si en qualité DRH, elle ne le fait pas, comme ça va être la responsabilité de l'employeur dont elle est l'un des visages, effectivement, en ne faisant pas, la structure, l'employeur risque d'être condamné, malheureusement, par inertie. Oui. Je voudrais revenir un instant sur la question du télétravail. Si on a un cadre qui travaille beaucoup, justement, qui est en télétravail, et que l'employeur met juste un message, il faut penser à déconnecter. Est-ce qu'il a fait son job là, de prévention? Est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est mieux que rien. Oui, parce que évidemment, il faut le faire. Mais c'est un petit peu ce que je te dis. Il y a des outils, il faut que ces outils soient concrets. Donc, un message type, c'est pas suffisant pour moi. Il faut presque s'assurer, sans être intrusif, bien sûr, dans la vie du salarié, mais que la déconnexion, elle est réelle. Il faut, on parlait des entretiens annuels, ça peut être un moment
en marge de l'entretien, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il faut s'assurer de l'effectivité de la déconnexion. Et donc, ce n'est pas un simple message type d'absence, de mail, etc. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment, derrière, avoir plusieurs moyens de prévention. Donc, un entretien individuel d'un télétravailleur, c'est intéressant. Si on est une entreprise qui a la possibilité de, par exemple, avoir un vrai accord d'entreprise sur le télétravail, quand on est en télétravail, c'est un des outils, on a la charte, on a l'accord, on a la clause individuelle, mais l'accord, ça reste vraiment quelque chose de bien. Eh bien, cet accord, il faut vérifier qu'il est appliqué. Il faut peut-être le réviser 3 ans après, 5 ans après, la situation a pu changer. Oui, ça peut, oui. Et il faut la faire connaître aussi au travailleur parce que le travailleur, il va avoir des droits par rapport à ça. Il faut qu'il puisse les connaître, d'où la formation aussi. C'est pas un simple texte, il faut le rendre vivant. Voilà. Merci beaucoup Diane Lemoine du cabinet ICO Avocat pour cet entretien sur les risques psychosociaux. Merci Sébastien.